Alors, premier élément à prendre en compte, si vous voulez, c'est le développement de la mondialisation. Ce n'est pas la première. On considère qu'il y a eu au moins déjà une première mondialisation réalisée sous l'égide principalement de la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, une deuxième mondialisation qui a été stoppée dans les années 30 à partir de la grande crise de 1929, un retour à une ouverture du monde à partir de 1945, mais quelque chose qui a complètement changé de nature à partir du début des années 80, où s'est imposée la doxa de la mondialisation capitaliste. Et j'en retiens les quelques éléments qui sont, d'une part, qu'il n'y a comme identité que celui d'un individu marchand, acheteur ou vendeur, et que le marché réalise la fin de l'histoire. Ce problème de la fin de l'histoire a été exprimé très clairement, très brutalement, par Francis Fukuyama au début des années 90, après l'effondrement du système soviétique. Dans la thèse de Fukuyama, quelque part en 1917, il y a un dérapage de l'histoire, une sortie de route en quelque sorte, qui fait qu'on va avoir un système socialiste, des pays communistes qui se mettent en place. 89 vient achever le dérapage, c'est fini, tout le monde regagne le flux principal du fleuve, du capitalisme marchand, et en conséquence, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le système qui est le dernier, le plus achevé, celui qui réalise en quelque sorte l'apogée du système de développement de l'humanité. Il n'y a plus rien après, il n'y a plus que la chronique des événements que l'on peut avoir dans cette fin de l'histoire, et finalement, il n'y a plus qu'à se laisser porter par ce flux de la mondialisation généralisée. Évidemment, les attentats de New York et la grande crise qui va affecter l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000, avec l'incapacité à conclure le cycle de Doha, vont finalement montrer que l'histoire n'est quand même pas tout à fait terminée, qu'il se passe encore des choses, et que finalement, Fukuyama avait peut-être mis à côté de la plaque. En tout cas, c'est révélateur de l'idéologie qui est portée par la mondialisation. Le deuxième point que je retiens, c'est que la finalité de la vie, c'est l'avoir, c'est-à-dire la possession d'argent, de marchandises, et qu'en conséquence, leur libre circulation est la clé du développement du système. Abaisser les barrières douanières, ça c'est quelque chose qui avait été mis en place dès 47 avec le GATT, avec les réductions concertées des tarifs douaniers pour essayer d'ouvrir le système commercial mondial, et où à l'heure actuelle il s'agit d'ouvrir de plus en plus et à tout vent la circulation des marchandises, la circulation des capitaux. Alors pour les capitaux, c'est tellement sans contrainte qu'avec le relais des paradis fiscaux, on peut planquer sa fortune si on en a besoin, si on en a envie. Bref, quelque chose qui fait que les marchandises, il y a encore un obstacle à leur circulation qui est le problème du coût de transfert de ces marchandises. Il faut des bateaux, il faut des avions, il y a des durées de péremption pour des produits fragiles qu'on va transporter. Le capital, ça se joue, le déplacement des capitaux, ça se joue à la nanoseconde et pas du tout avec cette contrainte matérielle. Par contre, comme la finalité c'est l'avoir, il n'est pas question de laisser circuler les gens aussi simplement, aussi facilement qu'on laisse circuler les marchandises ou le capital. Troisième point que je retiens, c'est qu'il n'y a de sens à l'heure actuelle que dans l'injonction à être soi, dans le jeu, c'est-à-dire qu'on assiste à un recul considérable du collectif, et de plus en plus, le jeu se trouve délivré de toutes ses attaches et surtout de ses responsabilités, c'est-à-dire que les gens mettent d'abord en avant leurs droits avant de penser que ces droits sont en relais en quelque sorte de devoirs.
On a des droits, mais on ne voit pas d'où ils sortent. Hein. J'ai le droit à telle indemnité, j'ai le droit à tel emplacement, j'ai le... D'accord, mais d'où ça sort? C'est-à-dire cette idée totalement ahistorique que les droits ont été l'objet d'une conquête, que ça a supposé des luttes extrêmement importantes, politiques, syndicales, de genre éventuellement, pensez par exemple au courant féministe en ce moment, donc que c'est à l'issue d'une bataille que les droits ne sont pas des droits naturels, mais des droits conquis, des droits acquis, et qu'effectivement, là-dedans, cette acquisition suppose un minimum de devoirs par rapport à ces droits. Et on verra que c'est un point important à l'heure actuelle du détricotage du système des droits dont on dispose, en particulier au sein de l'Union européenne. Désormais, seule la vitesse compte, vitesse de réaction, et que le problème de la durée, s'inscrire dans une temporalité longue, avoir un projet pour 1, 2, 3 générations, c'est quelque chose qui paraît incompatible avec le développement de ce système marchand, sans limite, etc. Alors, on n'est pas avare de discours sur le sort des générations futures. Ça me gonfle chaque fois que je regarde les reportages de Géo sur Arte. Il y a toujours, quelque part au fin fond de l'Amazonie, au cœur de la zone sahélienne, quelqu'un qui lâche cette formule. Il s'agit de préserver notre patrimoine, alors les petits animaux, la forêt, pour les générations futures. Mais on se rend compte que, malheureusement, on est en train de liquider un patrimoine naturel, un patrimoine collectif, et que les malheureuses générations futures sont plutôt mal parties en ce moment en termes d'héritage qu'elles pourront récupérer. Alors, la clé de tout ça, c'est évidemment l'explosion démographique planétaire. Tout changement quantitatif introduit une mutation qualitative. Eh bien, là, il est en train de se passer quelque chose sur la planète qui est inouï. On estime qu'il y a eu, depuis l'apparition de l'homme, c'est-à-dire il y a 2 millions et quelques d'années au minimum, à peu près 80 milliards d'individus qui sont passés sur la planète. On est à l'heure actuelle presque 8 milliards, c'est-à-dire 1/10 de l'humanité concentrée sur la seule période actuelle de 2-3 générations, alors qu'on a eu des milliers de générations qui se sont étalées depuis l'émergence du genre Homo. Alors, cette explosion démographique planétaire, je vous le rappelle en quelques chiffres et quelques dates. Vous avez en 1900 1,650 milliard d'individus. En 1950, 2,5 milliards, on a gagné presque 1 milliard en un demi-siècle. Et dans le demi-siècle suivant, pour arriver en 2010, on se retrouve avec 7 milliards 350 millions d'habitants et une perspective à une distance de 2 générations, environ de 2050, de 9 milliards d'individus. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un demi-siècle, la population planétaire a plus que triplé. En 1900, l'Europe représentait à peu près 30%, j'ai arrondi, à peu près 30% de la population planétaire. En 1950, elle en représentait encore 20%, malgré les hécatombes de l'entre-deux-guerres, de la guerre et de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale, des révolutions, etc. Et à l'heure actuelle, elle en représente 10%. 10%, donc pour la seule Union européenne, 28 pays, 7% de l'ensemble de la population planétaire. 7%, c'est moins du tiers de la population de la seule Chine. Et qui se traduit par une mobilité mondiale qui se développe. Elle a doublé depuis 1990, mais si elle a doublé en nombre, passant de 150 à 300 millions d'individus qui bougent sur la planète, comme la population, entre-temps, a aussi augmenté très vite, le pourcentage de population qui bouge reste autour de 3%, que 97% des gens vivent dans le pays où ils sont nés, ne bougent pas, sont résidents sur un territoire donné.
Les échanges nord-nord, c'est-à-dire Europe, Japon, Corée du Sud, etc., les pays de l'OCDE, représentent 55 millions de mouvements. Dans les mouvements sud-sud, 77 millions, avec beaucoup de migrations, ça on l'oublie, hein, de pays voisins à l'intérieur de l'ensemble du système sud. Et puis, des mouvements très dééquilibrés, nord-sud, le sud qui se vidange plutôt vers le nord à raison de 75 millions d'individus, et le Sud qui a reçu pendant ce temps 12 millions et demi d'individus, généralement des gens très qualifiés, type coopération ou autre, ce que vous pouvez imaginer. En 2016, si on prend pour les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, pour les 510 millions d'habitants, alors là aussi j'ai arrondi, hein, de l'ensemble de l'UE à 28, 35 millions sont nés hors de l'Union européenne, ça représente à peu près 7% de la population totale, tandis qu'en interne, à peu près, pas tout à fait 20 millions de gens résident dans un pays autre que celui où ils sont nés. Donc les mouvements intra-européens sont aussi extrêmement importants dans ces mouvements de déplacement. Donc, ça témoigne d'un renversement séculaire pour l'Europe. Depuis le XVIe siècle, l'Europe organisait et alimentait les migrations internationales. Que ce soit à partir d'Européens qui partaient vers le Nouveau Monde, que ce soit l'organisation de la traite africaine, prise en charge principalement par les Européens. La traite existait avant, à partir du monde arabe, mais à partir du XVIe siècle, c'est principalement une traite européenne qui se développe et qui va déplacer des populations qu'on estime sur l'ordre de 4 siècles, où la traite va exister jusque vers la fin du XIXe siècle, puisque le Brésil est dans les grands pays le dernier territoire à abolir l'esclavage en 1886. On estime qu'environ 50 millions d'Africains ont été soustraits à leur propre continent et ont été transférés en direction principalement des Amériques. Mais il y a eu d'autres mouvements, des Indiens qui ont été déplacés depuis l'Inde jusqu'en Afrique du Sud, les migrants chinois qui ont pu être déplacés jusqu'en Chine avant que des lois interdisent cette entrée. N'oubliez pas que pendant la guerre de 14-18, les gens qui ont creusé les tranchées dans le département du Nord étaient en bonne partie des coulis. On avait 200 000 Chinois qui avaient été recrutés pour assurer le creusement, le terrassement des tranchées. On n'y pense jamais, mais ils ont participé à l'effort de guerre de la France dans cette période. Et évidemment, après le suicide européen, 14 à 45, l'Europe devient une terre d'immigration. Le mouvement change, d'abord avec les mouvements intérieurs, comme on l'a vu, qui sont quand même extrêmement importants, mais surtout avec des mouvements en provenance de l'extérieur, et en particulier des anciens territoires coloniaux qui, ayant obtenu leur indépendance, vont se sentir avoir suffisamment de liens linguistiques, culturels, etc., pour venir tenter leur chance en s'installant dans les métropoles. Et à partir de là, va se développer un grand fantasme post-colonial qui commence à émerger dès les années 70. On pense à Éric Zemmour et son remplacement, mais dès 1970, les années 70, on commence à avoir ce fantasme de « on va être envahi par les populations du tiers-monde qui sont en train de connaître une explosion démographique ». Donc, dans les années 70, on parle de la bombe D, après la bombe H, la bombe démographique. Il y a bien effectivement cette peur de remplacement d'une population dite de souche, les indigènes, par une population qui arrive, qui s'installe. Alors, il y avait déjà eu le précédent de l'Empire romain, il y a le précédent de l'Amérique du Nord, et on comprend que ce fantasme puisse effectivement être alimenté par cette histoire, même s'il convient d'être très prudent, puisque pour le moment, je vous ai dit, l'ensemble des populations qui migrent, c'est 3% de la population planétaire, donc c'est quelque chose de relativement limité et faible. Alors voilà l'impact du choc migratoire dans l'Union européenne. J'ai repris sur cette carte les populations qui sont nées hors du pays de résidence. Et vous avez pour les populations en violet
plus de 15% de la population totale, donc l'Allemagne, vous allez avoir la Suède, l'Irlande, l'Estonie, qui sont des populations à plus de 15% de gens nés hors du pays où ils résident aujourd'hui. Les records étant obtenus par le Luxembourg et la Suisse, où on est à plus de 30% dans ces deux territoires. Ensuite, de 10 à 15% des pays de l'Ouest européen, la Norvège, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas et Belgique, etc. Le Danemark qui participe à ça aussi. Et finalement, des pays avec une population étrangère relativement plus réduite, l'Italie, une partie des Balkans, le Portugal, et surtout une zone qui est la zone périphérique de l'Est, qui depuis la Lituanie jusqu'à la Bulgarie, comporte moins de 5% de population étrangère sur leur territoire. Et ceci doit attirer notre attention, puisque c'est dans ces pays que les résistances aux courants migratoires sont les plus violents et les plus fortes. C'est-à-dire que la peur de l'immigration est la plus intense dans les pays où il n'y a pas de migrants. Dans le cas de la France, les deux exemples bien connus, des Portugais et des Espagnols, extrêmement nombreux, qui n'ont pas demandé de naturalisation, donc ils sont considérés comme étrangers, mais qui sont, dans le cadre de l'UE 28, des Européens, et donc tout à fait légitimes à être là où ils sont à l'heure actuelle. Et cela conduit à des perceptions totalement déformées. Alors j'ai pris le graphique que vous avez sur le côté. Les barres noires, c'est la réalité de la population étrangère immigrée, et en grisé, quand on sonde les gens, quelle est la proportion que vous estimez qu'il y a d'immigrés en France, etc. C'est la réponse qu'ils donnent. Et vous voyez que le système le plus général, c'est qu'il y a une surestimation, et une surestimation quelquefois massive, du simple au triple, sur le poids des immigrés dans la société par rapport à la réalité des chiffres qu'on peut observer, et dont je vous rappelle, ces chiffres représentent population extra-UE et population UE. Donc, un écart considérable et qui sert de base à des propagandes. Alors, il y a une assimilation qui est faite entre immigration et terrorisme, et qu'en conséquence, la population polonaise est protégée par les mesures anti-immigration de son gouvernement. Si on prend à l'échelle de l'UE à 28, sur la période 80 à 2000, grosso modo, la population immigrée contribue au 4/5 de la croissance de la population de l'UE. C'est-à-dire qu'il y a 1/5 qui provient des naissances à l'intérieur de l'UE et les 4/5 qui sont des entrées. Donc la population de l'Union européenne s'accroît, principalement par le mouvement migratoire, mais elle a quand même un solde positif au niveau des naissances. Sur la dernière période, 2000 à nos jours, à l'heure actuelle, la croissance de l'UE est strictement déterminée par l'immigration. La natalité n'a plus aucun effet. La plupart des pays d'Europe de l'Est ont un état de dénatalité avancé, avec 1, 2, 1, 3 enfants par femme en moyenne, alors qu'il en faut à peu près 2, 1,9, 2, et il n'y a que 2 ou 3 pays qui tirent leur épingle du jeu, dont la France, en termes de natalité. Donc, si la population de ces pays se maintient ou augmente, c'est uniquement par phénomène migratoire. Et l'analyse que l'on peut faire, c'est que pour les pays de l'ex-Europe de l'Est qui refusent les courants migratoires, leur population est condamnée à décliner de l'ordre de 10 à 20% en l'espace d'une génération. Donc ils sont en train de disparaître en tant que tels. Et évidemment, au lieu de s'inciter, alors je ne sais pas si on peut inciter les gens à faire des enfants, à avoir des petits Bulgares ou des petits Hongrois, etc. Mais en tout cas, ils sont dans une situation où leur dépeuplement est quelque chose de considérable. C'est la même chose pour l'Allemagne. Alors là, c'est autrement préoccupant, puisque c'est le pays le plus important dans l'ensemble de l'UE. Alors, je reprendrai simplement les 2 colonnes extrêmes. J'ai trouvé ce document donc auprès de l'INED, dans les données de l'INED, je vais simplifier parce que c'est un tableau extrêmement complexe, année par année. La nationalité des parents est prise en compte. Avec 2 parents français,
on a 80% des naissances qui sont assurées, avec 2 parents hors UE, 5,4%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des mariages mixtes importants entre à la fois un parent français et un parent membre de l'UE, mais surtout un parent français et un parent extra-UE, qui représentent à peu près 11%, 11,3% des naissances en France. Si on regarde la situation de 2016, on voit que les 2 parents français ne donnent plus que 76% des naissances, les 3/4 des naissances françaises. Par contre, on constate qu'un parent français, un parent hors UE, ça a augmenté sensiblement, mais surtout, si vous allez tout à fait en bas du tableau, vous voyez que les 2 parents hors UE qui pesaient pour 5% des naissances pèsent désormais pour 7,5% des naissances dans l'ensemble. Et ça, dans une perspective de régression des naissances, puisqu'il y avait encore 833 000 naissances en 2010, alors qu'il n'y en a plus que 784 000 dans la période de 2016. De l'élargissement de l'UE a été lié à un contexte très précis qui est l'effondrement de l'Union soviétique. Et ici, à une ambiguïté qui résulte de la position des pères fondateurs de l'UE à partir, enfin de la CE, à partir de 58. Ça avait commencé dans les propositions 54-56, traité de Rome et création de CE 58. C'est cette idée que pour essayer de torpiller le communisme en Europe de l'Est, on a dit et mis en exergue, ces pays sont européens. Et lorsqu'ils seront débarrassés de la tutelle soviétique, ils ont plein droit à gagner la famille européenne. Effondrement du mur de Berlin, effondrement de l'Union soviétique, tous les pays ont donc été considérés comme susceptibles d'adhérer de plein droit, ils étaient européens, d'entrer dans l'Union européenne. Mais avec un objectif très précis, qui n'était pas seulement politique, c'est qu'en les acceptant dans le bloc de l'Europe occidentale, ils devaient ou ils pouvaient prétendre à bénéficier de la protection de l'OTAN contre l'ordre russe. Il n'y avait plus le système soviétique. Il y avait quand même la menace russe qui était considérée comme quelque chose d'important. Par l'intermédiaire des diasporas, les modèles politiques auxquels aspirent les Polonais, les Hongrois, les Tchèques, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est le modèle américain. Hein, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils visent. Et donc, on les a fait rentrer, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'arriver sur une Europe qui soit une Europe allant vers de plus en plus d'intégration, mais avec cette idée, l'OTAN va nous servir de parapluie, on ne redoute plus les Russes, et d'un autre côté, on a été privé de notre identité nationale par l'occupation soviétique, c'est pas maintenant pour aller se faire brider notre identité nationale par l'Union européenne qui veut essayer de fusionner un grand machin, etc. On n'est pas concerné. Donc on développe une politique identitaire et on s'invente des identités de façon à les mettre en exergue et à dire ah non mais attendez, ça c'est notre héritage, ce sont nos positions, et donc vous n'êtes pas concernés par cette affaire. En conséquence de cette situation, effondrement démographique, rentrée de populations migrantes, ou impression même, vous avez vu, l'impression est très exagérée, d'une sensation d'invasion immigrée, quelque chose qui s'exprime par un réveil identitaire. Alors dans ce réveil identitaire, il faut essayer de préciser quand même 3 choses. La première, c'est l'identité qui est portée par l'État-nation. C'est le modèle qui est né en Europe avec la Révolution française. Un peuple, la nation française, met en place son propre pouvoir en éliminant leur statut de sujet, en éliminant le roi et en devenant des citoyens d'un État qu'on va fonder. Donc l'association État-nation et qui sous-entend évidemment, dans cette période, un territoire qui est un territoire délimité. Donc un territoire, un gouvernement, pouvoir des citoyens, et une nation, une identité, qui va être assimilée à la langue, qui va être assimilée à la culture, à des tas de choses qu'on pourra voir, mais là, une définition strictement politique de l'identité.
La deuxième, c'est l'identité qui est portée par une communauté de sang. Ça, c'est quelque chose qui est hérité d'un système tribal, qui est extrêmement vieux. Pensez qu'encore la judéité se diffuse par la judéité de la mère, c'est elle qui transmet cette judéité, mais que en Allemagne, jusqu'à une période encore très récente, on avait ce droit du sang, c'est-à-dire que n'était citoyen allemand que quelqu'un qui était né de parents allemands, alors qu'en France, c'était le droit du sol. Si vous naissez en France, vous êtes sur le territoire de l'État-nation français, vous êtes donc potentiellement un Français. Donc une communauté de sang qui fait que l'assignation identitaire est une assignation généalogique. Elle s'inscrit dans le temps, elle est a priori immuable puisqu'elle se conserve à travers la reproduction des générations les unes après les autres. Et finalement, une troisième identité, qui est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui autour des questions de multiculturalisme, c'est l'identité qui est portée par un champ culturel. Alors, champ culturel, j'ai mis des guillemets parce que c'est quelque chose de très large. Ça peut être la langue, la religion, les pratiques familiales, par exemple le mariage préférentiel des cousins en Afrique du Nord ou des choses comme ça. Donc un champ culturel et qui fait que les allégeances qui sont ici utilisées sont des allégeances en réseau. On reste finalement dans un système de relations et que ces relations soient imposées ou soient choisies. Imposées, c'est généralement la vision la plus ancienne de cette forme d'identité. Choisie, c'est avec Internet. J'appartiens à la tribu de tel groupe, les mangeurs de saucisses crues, les collectionneurs de timbres oblitérés, etc. J'en passe les meilleurs. On se fabrique des tribus, des collectifs que l'on a à partir de sentiments d'affinité et en jouant sur des réseaux où la proximité n'est plus ici une nécessité. Donc un système déterritorialisé, mais aussi déshistoricisé, puisqu'on peut à tout moment construire un nouveau. Cela a engendré, à travers ces revendications identitaires, un très grand désordre des identités dans l'Union européenne. Alors il y a le Brexit qui est le prototype même de la réaction identitaire par rapport à ce grand bouleversement, chamboulement que j'ai noté, et qui est l'immigration, qui a été la question clé au cœur du Brexit, avec cette idée, on a ras-le-bol des immigrés, ça c'est l'UE qui nous l'impose, avec ses histoires de quotas, etc. Si on sort de l'UE, on va retrouver la maîtrise des flux migratoires sur notre pays, et donc 52% des Britanniques vont choisir, lors du référendum sur l'UE en juin 2016, de quitter l'Union européenne. Je vais, chaque fois que j'ai pu le trouver, vous donner la participation. Parce que 56% c'est un peu plus de la moitié, mais sur 72%, ça veut dire qu'on a 36 à 40% des Britanniques qui ont vraiment voulu le Brexit. Les autres soit n'en voulaient pas, soit se sont manifestés indifférents, et cette indifférence questionne aussi le problème de l'identité européenne. À la limite, ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre de l'Europe, ça ne nous concerne pas, on n'en attend rien, donc on n'a même pas de raison d'aller voter pour ou d'aller voter contre, on reste chez soi. Deuxième élément, c'est le statut des résidents. Si vous n'êtes plus dans l'Union européenne, à ce moment-là, vous devenez un pays tiers et il vous faudra au minimum un passeport, au pire un visa, mais en tout cas, vous ne pouvez plus circuler comme ça librement. Et si vous habitez dans l'Union européenne, vous aurez le statut d'étranger. Et pour les Européens installés en Grande-Bretagne, ils ont aussi le statut d'étranger. Donc ça pose des tas de questions, et puis surtout des problèmes encore plus épineux, qui sont les problèmes des frontières, avec notamment Gibraltar, et surtout l'Ulster, qui est le plus important. Et puis évidemment, le cœur des débats, c'est les réglementations commerciales. Les Britanniques disent très simple, on continue à faire des échanges sur un marché de libre-échange. C'est ce qu'ils ont toujours voulu. Dès 1958, quand ils ont refusé d'adhérer à la communauté économique européenne, à la CE, c'était parce qu'ils ont monté en face l'AELE, l'Association européenne de libre-échange. Ils voulaient d'un marché
Il ne voulait pas de quelque chose qui évolue politiquement vers une fédération ou vers un rapprochement, à défaut d'une fusion entre les nations qui apparaissaient comme très éloignées. Plus de la moitié de leurs échanges se réalisent, de leurs exportations, se réalisent en direction de l'Union européenne. Mais l'Union européenne dit, ah ben non, parce qu'alors là, c'est la porte ouverte, on ne voit pas pourquoi on accepterait pour vous des choses qu'on refuse à d'autres pays. Il faudra négocier des accords commerciaux, il y aura des droits de douane, il y aura des franchises, il y aura des quotas, il y aura des normes à respecter, et ça, les Britanniques n'en veulent pas. Alors, c'est apparemment sur ce terrain que les discussions sont les plus violentes. Les plus violentes, c'est l'Ulster, et parce que là, les Irlandais ne veulent pas revenir à une frontière, ils veulent garder la porosité de la frontière, et la question commerciale. Positionnement de l'Écosse, ils ont demandé et obtenu, il y a quelques années, un référendum sur l'indépendance. L'indépendance a été rejetée, a été refusée à 55%, donc il n'y avait pas photo. Donc ils sont toujours dans la Grande-Bretagne, mais évidemment, si le Brexit les amène à quitter l'Union européenne, eux, ils veulent qu'on refasse un référendum d'indépendance, parce qu'eux n'ont pas du tout l'intention de quitter l'Union européenne. Et ils estiment qu'ils sont dans une position de force importante, parce qu'ils regardent le modèle qui est le modèle norvégien, un pays relativement peuplé, peu peuplé, l'Écosse, un territoire qui, par contre, bénéficie d'une rente gazière et pétrolière considérable et qui peuvent gérer tout seul, alors que pour le moment, l'essentiel des bénéfices repart diffusé sur l'ensemble de la Grande-Bretagne. Là, j'aborde 4 étapes, 4 pays que j'ai baptisés les nationalistes ombrageux. Le premier, c'est la Pologne. Vous avez vu tout à l'heure la petite image de propagande, pas d'immigration, donc pas de terrorisme chez nous, tout baigne, on est heureux. Depuis 2015, la Pologne vit sous la tutelle du PiS, le parti Droit et Justice, et qui est un parti, on va dire, au minimum conservateur, franchement réactionnaire et même, on pourrait dire, pré-fasciste ou fascisant. Tout le succès du PiS, à l'heure actuelle en Pologne, c'est de dire oui, mais on a été élu avec un succès considérable. Le PiS a remporté, grâce au système électoral, la majorité à l'Assemblée, mais il a fait 38% des suffrages pour une participation à 51%, c'est-à-dire qu'il représente 19% des Polonais, un Polonais sur 5. D'accord? Puis 2015, le PiS dirige la Pologne comme si elle n'était pas membre de l'Union européenne. Les remontrances qu'on leur fait par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, des choses comme ça, ils s'en tamponnent, ils le mettent à l'écart et ils ne veulent pas en tenir compte. Janvier 2016, on assiste à une grande purge dans les médias pour privilégier les programmes qui vont valoriser les valeurs familiales et religieuses catholiques, et ça va s'accompagner d'une prise de contrôle du tribunal constitutionnel. Ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est ce tribunal aux mains du PiS qui juge de la validité d'une loi ou pas. 2017, ça va plus loin. Alors ça, c'est quelque chose qui a suscité pas mal de remous et qui continue à en faire. L'historien Jaroslav Ždádek a été nommé à la tête de l'Institut national de la mémoire. Révisionniste notoire. Donc on ne parle pas des camps de concentration comme des camps polonais, mais des camps installés en Pologne. Ça paraît tout à fait effectivement évident et logique. Mais ça nie en réalité le comportement de la population polonaise qui a pu récupérer, vu la masse de population juive qu'il y avait en Pologne, des appartements, des entreprises, des choses comme ça, et qui n'avaient pas du tout envie, à la fin de la guerre, de restituer ces biens juifs spoliés. En 1946 encore, alors là, il n'est plus question d'avoir des nazis, il va y avoir des pogroms extrêmement violents en Pologne qui vont amener à partir une fraction de la population qui, libérée des camps survivants, rentrait, essayait de se réinstaller en Pologne et qui en a été chassée. Mais ça va même plus loin, puisque dans la réalisation du musée de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à Gdansk, comme ça rappelait le rôle de l'URSS dans la libération du pays, ça c'est quand même quelque chose d'indéniable, eh bien le musée
a été finalement fermé, enfin on a arrêté sa réalisation, il n'y aura pas ce musée parce qu'il ne mettait pas en valeur la résistance polonaise. Et enfin, en décembre 2017, le truc le plus récent que j'ai trouvé, c'est que le gouvernement a achevé la mise en place d'une politique qui fait passer la justice sous le contrôle du pouvoir. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. La justice devient finalement le bras armé du pouvoir politique. Et finalement, à travers cette réforme du Conseil national de la magistrature et de la Cour suprême, l'Union européenne a protesté en disant « Mais non, 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 si vous êtes dans l'UE, vous devez respecter la séparation des pouvoirs, c'est totalement inacceptable, etc. » Les Polonais ont dit « Basta, allez vous faire voir. » Deuxième pays qui pose des gros problèmes, c'est la Hongrie. Alors la Hongrie, en février 2017, c'est le président Ader qui a été réélu par l'Assemblée avec 77% des suffrages, mais au sein de l'Assemblée, hein, donc parmi les députés. Et Viktor Orban, l'actuel Premier ministre, est au pouvoir depuis 2010. Il a triomphé aux élections de 2014 et il reste au pouvoir. Mais ce triomphe a été assuré avec 45% des votes sur 62% de votants, c'est-à-dire grosso modo 36% des Hongrois, hein, comme tranche de population. Et il va se représenter au mois d'avril aux élections. Il prépare sa candidature pour un troisième mandat. Et il a de grandes chances de l'emporter, bien sûr. Il poursuit une politique très conservatrice qu'il a baptisée Révolution nationale. Ça nous évoque des choses pas très claires, effectivement, en France, et en particulier avec cette formulation du programme, nous nous battrons contre ceux qui veulent changer l'identité chrétienne de la Hongrie et de l'Europe. Donc vous voyez comment, ici, l'identitarisme est associé à cette idée de religion des Hongrois. Or, il est baptisé les Polonais, les Hongrois, etc., donc autour de l'an 1000 ou 900 à 1000, qui sont finalement les plus identitaristes et les plus fanatiques dans le domaine religieux, et que les vieux chrétiens, depuis 2 millénaires sur le bassin méditerranéen, ont pris l'habitude de la glose, de la dispute, etc., et sont beaucoup plus ouverts que ne le sont ces néo-convertis. Le deuxième élément, c'est son hostilité à l'immigration et à la politique des quotas de l'UE. Alors, l'UE pourtant avait proposé pour la Hongrie qu'elle accueille à peu près 1700-1800 migrants. Ça lui a paru beaucoup trop, donc il n'en veut pas. Et au moment où c'était la route des Balkans qui était la principale route d'exode depuis principalement la Syrie, la Turquie, vers l'Union européenne, il a fait édifier très rapidement un mur de barbelés et pour empêcher, pour bloquer la circulation à partir de la Serbie. Et en 2017, il a fait adopter une loi de placement en détention systématique des détenteurs d'asile. Les détenteurs d'asile ont théoriquement le droit d'être hébergés dans des foyers et autres. Là, on les fout en prison, en attendant de traiter leur cas. Là encore, protestation de l'Union européenne, c'est pas normal, etc. En réponse d'Orban, on ne va pas nous imposer des immigrés, on n'en veut pas, démerdez-vous, on ne veut pas respecter cette règle de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'avant 1914, la Hongrie est un État extrêmement puissant, associé à égalité avec l'Autriche. Hein, on parle d'Autriche-Hongrie. Ils ont, depuis le milieu du XIXe siècle, le statut d'égalité avec les peuples germaniques, les peuples allemands de l'Autriche. Et la Hongrie est un très vaste territoire tout ce qui apparaît ici en vert ou en jaune un peu foncé, l'espèce de grand coin, s'enfonçait très profondément à l'intérieur de la boucle des Carpates. La Roumanie n'était constituée à l'époque que des zones les plus claires, cette espèce de mâchoire de crocodile que vous avez, qui était la Moldavie, et là-bas la Chine en bas sur le Danube, la Moldavie. Mais, comme les Roumains se sont mis du côté des puissances, la France, la Grande-Bretagne, etc., dans la lutte contre, évidemment, les voisins, les Hongrois, qui étaient avec l'Autriche-Hongrie, à la fin de la guerre, c'est un géographe français, M. de Martonne, qui a dessiné les cartes des nouveaux États. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait?
il a charcuté et amputé terriblement la Hongrie en donnant une partie du territoire qui fait que la Roumanie a vu sa superficie doubler. Vous avez là le territoire de la Roumanie et tout l'espèce de grand triangle verdâtre que vous avez à l'ouest, sont d'anciens territoires de la Hongrie. Par contre, il n'y a pas eu d'éviction des Hongrois. Les Hongrois sont toujours là avec des proportions très fortes dans les 3 Județ, les 3 départements de la partie centrale de la Transylvanie, où ils peuvent représenter jusqu'à plus de 80% de la population. Alors, il y a aussi beaucoup de Hongrois en Slovénie, en Slovaquie aussi. Donc, Orbán a décidé une chose, puisque, partant de l'identité par le sang, puisque ce sont des Hongrois de sang, ils ont droit à la nationalité hongroise de fait, de droit. Donc, on reconnaît comme des Hongrois les populations qui sont sur les pays voisins. Et on leur accorde systématiquement un passeport s'ils en font la demande. Bon, manifestement, ça n'a pas été un succès pour Orbán, il y a eu très peu de demandes de passeport parce que les pays voisins ont dit « Ah bon, ben d'accord, mais si vous prenez un passeport hongrois, on vous supprime la nationalité du territoire où vous êtes. » Mais vous voyez la tension que ça entretient avec les voisins, avec toujours cette idée de « on mérite, on a été brimé par la Première Guerre mondiale, par les vainqueurs, on nous a volé une partie de notre territoire, et en conséquence, vous voyez, il y a une zone de petite tireté qui englobe la pointe la plus extrême, comme un bec à l'intérieur, qui a été la refabrication d'une grande Hongrie de l'amiral Horthy au moment de la victoire des nazis. Donc, associé au régime nazi, il a redessiné la carte de la Hongrie, reprenant une partie du territoire qui avait été attribué à la Roumanie. En 1945, on a remis les pendules à l'état de 1920, donc la Roumanie a récupéré tous ces territoires. Troisième, la Tchéquie. Alors là, c'est plus étonnant, parce que la Tchéquie, c'est le pays le plus déchristianisé, déreligiosé, où la proportion d'athées est la plus importante. C'est un pays qui se retrouve avec, finalement, la même politique anti-immigration. Alors ici, il ne parle pas de sauver l'identité chrétienne de la Hongrie, mais il présente les mouvements migratoires comme une invasion organisée par les frères musulmans. Et le deuxième élément, eurosceptique complet. En fait, il a applaudi à deux mains le Brexit, mais il n'est pas évident qu'il puisse en faire autant dans la mesure où il a quand même une position enclavée et pour lequel l'Europe n'est pas prête de leur accorder le statut qu'elle accorde à la Suisse, qui est aussi enclavée, mais qui bénéficie d'avantages particuliers. Et le président, Andrzej Babis, qui est un milliardaire à la tête du parti souverainiste, a remporté les élections législatives d'octobre 1917 et il est maintenu comme chef du gouvernement. Il refuse tout accueil de réfugiés et en particulier, il a fait avancer une nouvelle forme de rhétorique alors que la Slovaquie est dans l'euro, la Slovénie est dans l'euro, etc. Il refuse l'adhésion à l'euro tant que la Grèce en fait partie. Sa position, c'est les Grecs pourrissent le budget européen, sont une bombe à retardement sur l'euro, il n'est pas question qu'on aille engager les ressources de notre pays. La Grèce, alors ça c'est plus curieux, mais en ce moment il y a une bagarre qui fait penser un peu cocasse. Comment doit s'appeler la Macédoine? Alors, la Macédoine c'est un truc enquiquinant parce qu'on connaît tous Philippe de Macédoine et son fils surtout Alexandre le Grand. La Macédoine est un territoire qui s'est développé il y a grosso modo 3 à 4 siècles avant notre ère, donc il y a disons 2500 ans, et qui allait depuis le nord de la mer Égée jusque sur une partie de la plaine bulgare et vers l'est qui allait pratiquement sur les territoires aux confins de l'Albanie, des montagnes. Ça s'appelait la Macédoine. Pour les Grecs, la Macédoine, c'était un pays de barbares, au temps de Philippe, au point que pour arriver à se faire accepter, et les guerres ont été nombreuses entre les cités et Philippe, il a fait venir Aristote comme précepteur pour Alexandre le Grand.
Donc Alexandre, lui, est porteur d'une vraie culture grecque, une vraie culture hellénique, et en conséquence, si vous voulez, la Macédoine est présentée comme ce territoire où est né Alexandre le Grand et qui a su imposer la construction d'un espace qui allait depuis la Cyrénaïque jusqu'aux confins de la vallée de l'Indus, donc un territoire immense, et finalement dont les Grecs sont très fiers. C'est quand même Alexandre, le petit élève d'Aristote, qui a fait tout ça. Hein. La première figuration du Bouddha sous la figure d'un homme, c'est une figuration à base grecque d'un jeune, un bel et beau jeune homme, bien bouclé, et qui est les premières figurants. Le Bouddha était représenté par des symboles. Un trône vide, l'empreinte d'un pied, la roue du Dharma, etc. Là, le problème, c'est que les Grecs refusent que la Macédoine s'appelle la Macédoine. La Macédoine qui est issue du démembrement de la Yougoslavie. Alors pourquoi? Leur position, c'est qu'ils volent une identité qui est une identité grecque. Parce que les gens qui habitent aujourd'hui sur ce territoire de la Macédoine yougoslave, ce sont des Slaves, ce ne sont pas des Hellènes, ce ne sont pas des Grecs. Ils sont arrivés au VIe siècle. Alors, certes, ils se sont installés là, mais ils n'ont pas à revendiquer l'héritage grec. Donc, ils ne peuvent pas s'appeler des Macédoniens. Il faut qu'ils trouvent un autre nom. Donc, là-dedans, si vous voulez, on retrouve l'identité par quelque chose qui est l'histoire, l'identité par le sang, l'identité par l'histoire, et on fait appel à quelque chose qui a au moins ici 1 millénaire et demi, les Slaves sont arrivés vers 600, pour dire, ah ben non, vous ne pouvez pas vous appeler comme ça. Donc vous voyez, si on commence à se remettre dans cette situation, c'est moi qui étais là le premier, on n'a pas fini d'avoir un grand remue-ménage à l'intérieur, non seulement de l'Europe, mais de la planète. Donc, quelque chose qui fait que, du coup, la Grèce verrouille l'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne et à l'OTAN, alors que le petit Monténégro, lui, vient de rentrer à l'OTAN. On est dans cette situation complètement cocasse, si vous voulez. La France continue à l'appeler la FIROM, c'est-à-dire le pays de Macédoine issu de la dislocation de l'ancienne Fédération yougoslave. Voilà, c'est une position de faux cul complète. Ce qui fait que ça va développer un régionalisme nationaliste. Alors là, l'exemple aussi, on ne pouvait pas louper le Brexit, on ne peut pas louper la Catalogne. En octobre 2017, donc, les Catalans décident d'organiser un référendum, jugé illégal par Madrid, en posant la question, voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? Le oui l'emporte à 90%, d'une participation à 42%, 21%, en gros, hein. Décembre 2017, donc après la répression, les manifestations, etc., les élections pour le Parlement catalan ramènent les indépendantistes au pouvoir, qu'ils avaient déjà, avec finalement 70 sièges sur 135. Ils ont donc une majorité. Mais le problème, c'est que par le système électoral, ils sont majoritaires en sièges, mais ils ne sont pas majoritaires en voix. Parce que par le découpage des circonscriptions, on favorise les circonscriptions rurales et les grosses circonscriptions urbaines de Barcelone, Tarragone, etc. sont minorées. Le résultat, c'est que 47% sur les 82%, ça leur fait un beau 40%. C'est pas négligeable, c'est un courant d'opinion extrêmement important, mais ils ne sont pas majoritaires dans l'ensemble du territoire. Et l'UE s'en tient pour le moment à la doctrine Prodi, alors que les indépendantistes disent, ben voilà, on proclame l'indépendance, on demande l'adhésion à l'Union européenne, et vous nous acceptez. La doctrine Prodi adoptée en 2004, c'est une région qui deviendrait nouvellement indépendante, sort de facto de l'Union européenne. Elle peut éventuellement y rentrer, mais à condition de renégocier les conditions de son adhésion. Et on réexaminera, et ça peut être un oui, comme ça peut être un non. En conséquence, si vous voulez, la situation est pour le moment complètement bloquée. La Catalogne continue à être dirigée par le pouvoir central de Madrid et la délégation. Puigdemont n'est toujours pas rentré pour prendre son siège, on ne sait pas comment il peut s'en sortir, et ça génère des fissures dans les courants indépendantistes, avec un courant qui serait
assez prêt à tenter de chercher un compromis en jouant sur la durée, en disant on a le temps, on finira par gagner, mais pour le moment il faut sortir de l'impasse et on peut essayer de trouver une solution de compromis. Là, on a une multiplication des revendications d'autonomie. J'en ai repris que quelques-unes. Un géographe britannique qui a travaillé sur ces courants indépendantistes ou autonomistes à l'intérieur de l'Europe a repéré 101 revendications pour les 28 pays de l'UE. Excusez du peu, c'est pas mal. Donc j'en retiens que 4. Je me contente de... Lombardie, Vénétie, ils ont organisé à l'automne un référendum, mais qui était un référendum consultatif et qui était un référendum légal, à la différence de ce qui s'est passé pour la Catalogne. Et ça a été un succès pour la Ligue du Nord, qui a remporté avec des suffrages, majorité 95-98% considérable, mais vous voyez, une participation très faible. Donc 95%, 39%, ben, ça vous fait 39% en gros de la population. 95 sur 57, ça vous fait quelque chose aussi de cet ordre. Mais en réalité, et c'est là où il y a mal donne, le but principal de la Ligue du Nord n'est pas d'obtenir l'indépendance. L'autonomie, oui, mais sur un point, l'autonomie fiscale. Avec cette idée, il y en a ras-le-bol d'entretenir avec la richesse que l'on fabrique le tonneau de Danaïde du Mezzogiorno. On leur file du fric, ça disparaît dans les catacombes, dans la mafia, on ne voit jamais rien sortir, on ne veut plus payer pour le Sud. On veut garder des sous chez nous. Donc c'est essentiellement ça qui est le point de départ. Mais il y a une deuxième idée de la Ligue du Nord. C'est qu'il va y avoir bientôt des élections italiennes extrêmement importantes, selon un nouveau mode de réalisation des élections. Et la Ligue du Nord, à travers cette espèce de, comment dire, de plébiscite qu'elle a obtenu pour elle, est plus quelque chose qui est destiné à lui donner une légitimité dans les autres régions de l'Italie, au moins jusque dans l'Italie du centre. Ils ne feront pas recette, effectivement, dans le Mezzogiorno, avec les thèses qu'ils avancent. Mais s'ils peuvent arriver jusque dans la région de Rome, c'est-à-dire sur les territoires les plus peuplés de l'ensemble de l'Italie, ils peuvent effectivement rafler la mise avec Berlusconi qui est en train de ressortir des oubliettes. Donc, quelque chose qui est une stratégie plutôt de victoire de la droite, plus que véritablement un souci d'indépendance ou d'autonomie, qui est déjà très large pour eux. La Corse, même chose. Les nationalistes obtiennent une majorité absolue dans la nouvelle collectivité, mais avec 56% pour une participation à 52%. Donc, faites compte, ça leur fait 28-30% de population. Alors, où sont les autres? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, ils ne sont pas venus voter. Donc, ça veut dire soit qu'ils ne sont pas d'accord, pour ceux qui ont voté contre, bien entendu, soit qu'ils se sentent ou non concernés, ou sous la pression de réseaux mafieux, qui fait qu'on surveille les votes qui en sont réalisés et qu'il n'est pas question de faire autre chose, de bouger le petit doigt sous peine de rétorsion. Et ça contraste très fortement avec quelque chose qui m'avait marqué. Après l'assassinat du préfet Erignac, la manifestation des femmes corses, disant basta, il faut parler, il faut en finir avec la domination mafieuse sur l'île, etc. Ça a été un très grand moment de manifestation, et puis au bout de quelques semaines, c'est retombé dans les oubliettes, on n'en parle plus. Et donc là, il est question effectivement ici d'une revendication, d'abord dans un premier temps d'autonomie, mais beaucoup plus large, pour aller vers une indépendance. Pour la Flandre, les Flamands, même chose, revendiquent beaucoup plus d'autonomie dans une Belgique confédérale. Les 4/5 des Flamands s'identifient à la fois à la Flandre et à la Belgique, ce qui est effectivement une source ambiguë. Ils se sentent flamands, d'abord, mais aussi belges. Donc ce qu'ils veulent, ça serait un État avec 2 fédérations, et où chacun, évidemment, garderait ses sous. Et là, on assiste à un grand renversement qui s'est passé au tournant des années 60. La Wallonie était à l'époque la région riche avec le charbon
le fer, la sidérurgie, etc. Et aujourd'hui, c'est la Flandre, avec essentiellement les activités commerciales autour de Rambert, les activités industrielles qui se sont greffées sur la zone franche, et où vous avez une situation complètement déséquilibrée, une attitude là qui est vraiment extrêmement féroce. Et qu'on retrouve en Transylvanie, cette espèce de pointe verdâtre au cœur de l'Armanie, avec les sicules qui sont des Hongrois, de langue hongroise, qui revendiquent leur autonomie, et avec un refus de communiquer en roumain, ils parlent en hongrois, d'accord, à l'intérieur de leur territoire, puisque ça les met en illégalité par rapport au gouvernement central. Ils refusent sur les bâtiments publics d'afficher le drapeau roumain, et ils affichent le drapeau de la nation sicule, ils auraient fabriqué leur propre drapeau, qui est à côté du drapeau de l'Union européenne. Ils veulent donc bien rester dans l'Union européenne, mais pas être considérés comme des Roumains, et pas non plus comme des Hongrois. Ils ont très peu demandé à bénéficier du passeport hongrois que leur propose Orban de l'autre côté. Alors évidemment, Clochemerle et l'égoïsme, jusqu'où ça peut aller? Alors j'ai trouvé ça, c'est très cocasse, c'est l'existence d'un nouveau territoire, la Tabarnia. Alors la Tabarnia, c'est un truc qui est monté, qui a été lancé comme un gag à la veille de Noël, au vu du résultat des élections. Tout ce qui est en rouge, c'est avec une majorité contre la séparation, donc pour le maintien en Espagne. En jaune, quelque chose qui est près de la majorité, et en bleu, ceux qui veulent l'indépendance. Donc en publiant cette carte, il y a une bande de petits rigolos, de petits farceurs à Barcelone, qui ont dit, dans ces conditions, ils veulent l'indépendance, on leur donne, mais nous, on prend aussi notre indépendance, et avec Tarragone, Barcelone, Sabadell, toutes les villes que vous avez là, on fabrique un nouveau territoire, la Tabarnia, et on réclame l'indépendance de la Tabarnia. En 24 heures, ils ont collecté 350 000 signatures sur Internet. Jusqu'où ça peut aller et où on va s'arrêter? Ben, on va s'arrêter là. Moi, comme je suis sur l'estrade, vous, vague peuple de la plaine, je demande mon indépendance, je la proclame, et je ne réponds plus du tout à vos attentes. Je garde mes sous pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, on est en train d'arriver à des situations où, en refusant le collectif, en refusant le compromis, en refusant des accords conventionnels, en refusant les conventions, la transaction, on est en train d'aller vers quelque chose qui est effectivement la fragmentation complète de l'ensemble de l'UE qui est en train d'imploser à partir de ces revendications. Ça, pour moi, ça renvoie fondamentalement au mode de fonctionnement de la démocratie dans l'UE, ou plus exactement à son non-mode de fonctionnement démocratique. À l'heure actuelle, la prise de décision est définie par le traité de Lisbonne. Alors, il y a plusieurs règles. Il y a d'abord, pour tout ce qui concerne la politique étrangère de sécurité commune, la PESC, c'est le vote à l'unanimité. C'est-à-dire que les 28 pays doivent être d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, on ne peut pas avancer dans ce domaine de la sécurité. Donc, quelque chose qui est important. Mais, avec une attitude de faux cul, là aussi. C'est-à-dire qu'on arrive très rarement au vote. Parce que dans un vote, il faut se dévoiler. Il faut dire, moi je suis pour, moi je suis contre. Donc là, on fait un tour de table, et en gros, c'est si personne ne se manifeste, on considère que c'est acquis à l'unanimité. Et personne n'a à exciper d'un vote pour ou d'un vote contre. D'accord? Ça dilue les responsabilités, on a accepté et on a avancé, le consensus suffit. Pour tous les autres domaines, la règle, c'est la règle de la majorité qualifiée. Alors là, il y en a deux qui sont utilisées. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'États membres, il faut qu'ils représentent un certain poids de population, et quand le Conseil doit statuer sur des propositions qui n'émanent pas de la Commission, on renforce la majorité qualifiée, c'est plus 55% des États membres, mais 72% des États, et c'est plus 65% de la population, c'est toujours 65% de la population. Ça veut dire que
la priorité législative est ici accordée à la Commission, puisqu'il suffit d'une majorité qualifiée plus faible que les propositions qui peuvent émaner du Parlement ou autres, et qui ont très peu de chances, 72% des pays à convaincre, a peu de chances de pouvoir passer. Donc, si vous voulez, on est ici dans un système de verrouillage. L'initiative parlementaire de la loi, qui devrait être le fondement de la séparation des pouvoirs, n'est pas respectée au sein même de la Commission européenne. Et vous comprenez pourquoi, quand on fait des remontrances à la Pologne, quand on fait des remontrances à la Hongrie, ils ont très facilement le moyen de renvoyer la balle dans le camp inverse en disant « Mais attendez, regardez comment vous faites. Qui a la priorité? C'est la Commission, c'est pas le Parlement, donc venez pas nous casser les pieds. C'est le législatif qui, chez nous, est soumis au pouvoir, à l'autorité de l'État. » Enfin, la solution qui peut exister, c'est la solution de la minorité de blocage. Il doit inclure au moins 4 pays qui représentent 35% de la population. Donc 4 petits pays ne peuvent pas toucher une bille, ne peuvent pas influencer la décision. Mais 3 gros pays à eux seuls ne peuvent pas. Il leur en faut un 4e. Si c'est les 4 gros pays qui font le veto, là, il n'y a pas photo. Mais vous voyez qu'on pourrait avoir un grand pays, comme l'Allemagne, par exemple, associé à des pays intermédiaires comme la Pologne, l'Espagne, etc., qui pourrait arriver, à un moment donné, à faire pièce à une décision qui serait proposée par la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Comme la Grande-Bretagne n'est plus dans la course désormais, il va falloir revoir tous ces éléments de cotation qui étaient définis dans le traité de Lisbonne. Donc ça suppose aussi une reformulation des conditions de la prise du pouvoir, de la prise de décision à l'intérieur. Le vrai pouvoir, en fait, à Bruxelles, c'est le lobbyisme. Alors, on a essayé de moraliser un peu cette affaire, mais il faut savoir qu'en 1970-73, il y avait à peu près 1000 lobbyistes à Bruxelles. C'était vraiment quelque chose de totalement anecdotique. Aujourd'hui, il y en a 11 259, admirez la précision du chiffre. Ce sont les gens qui sont enregistrés. C'est-à-dire, ils se déclarent, ils vont auprès de la commission de Bruxelles en disant, voilà, moi, mon boulot, c'est lobbyiste. J'interviens, alors ils peuvent intervenir pour des particuliers, pour des associations, intervenir pour des entreprises, etc., pour des États. Ils se font enregistrer. Mais l'enregistrement n'est pas obligatoire. C'est une commodité qu'on leur offre pour faciliter les rendez-vous. Ce qui fait qu'on estime que, en fait, sur la base des données qu'on peut avoir, c'est plutôt entre 25 et 30 000 lobbyistes qui fonctionnent à Bruxelles. La Fédération européenne des industries chimiques dispose de 150 employés avec un budget de 40 millions d'euros par an, tandis que Greenpeace, qui est la plus grosse association, la plus grosse ONG enregistrée à Bruxelles, fonctionne avec 15 salariés et 1 600 000 euros de budget. Comment voulez-vous faire avancer les normes phytosanitaires, essayer de se débarrasser du glyphosate, du Roundup, etc., quand vous avez une telle d'écart de proportion, et en sachant que, en fait, pour pouvoir étudier un dossier, la plupart du temps, la Commission et ses spécialistes s'appuient sur les documents que leur remettent les entreprises. Il faut donc, pour une association, qu'elle soit d'abord en mesure de connaître le dossier, ce qui n'est pas évident, on ne leur donne pas, évidemment, et qu'elles puissent avoir mis de leur côté les propres manipulations, expériences, tests ou autres, qui pourront aller contre l'avis des entreprises et d'entraîner derrière elles les positions de la Commission. On se retrouve avec un autre problème, c'est la faible légitimité du Parlement. On pourrait se dire, mais face au lobby, il y a quand même un Parlement, alors qu'est-ce qu'il fait? Là-dedans, une prime aux petits pays. Les 5 pays les moins peuplés de l'Union européenne, qui ont tous moins de 2 millions d'habitants, 400 000 pour le Luxembourg, 500 000 pour Malte, se retrouvent avec finalement 6 députés d'office par pays, donc ils ont 30 députés pour 2,5 millions d'habitants. Un député, il représente donc 180 000 habitants en moyenne, alors que pour les 4 pays les plus peuplés, un député représente environ 900 000 habitants. Dans les pays du milieu du tableau, on est entre 4 et 500 000 habitants. Donc il y a, exactement comme pour la Tabarnia, une
surreprésentation des grands pays, une surreprésentation des petits territoires, et là-dedans, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec des majorités qui soient, la plupart du temps, orientées droite, centre-droit ou extrême droite, plutôt que gauche ou extrême gauche, dans la mesure où il y a cette minoration des grands pays. Le deuxième élément qui est choquant, qui fait que ce Parlement a une faible légitimité, on n'a pas une procédure électorale uniforme au sein de l'Union européenne. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle doit théoriquement exprimer une proportionnalité. Ça, c'est la règle, il faut qu'il y ait un minimum de proportionnalité. Mais elle se déroule selon les traditions nationales différentes, donc elles n'ont pas lieu toutes en même temps, le même jour. On connaît les résultats de certains pays avant que d'autres aient commencé à voter. Et surtout, on a soit quelquefois des circonscriptions, soit une circonscription unique, etc. Vous savez que le débat en ce moment en France, c'est de sortir des 8 circonscriptions qu'on a eues pendant une douzaine d'années, pour revenir à la circonscription unique, qui serait effectivement une proportionnelle réelle pour la France à ce moment-là, alors qu'avec les 8 circonscriptions, il y avait possibilité, avec le découpage des circonscriptions, qui ne représentaient aucune structure administrative de la France à l'époque. J'insiste, c'était un assemblage de régions. Depuis que le vote pour le Parlement européen a été instauré à partir de la fin des années 70, on a une chute permanente de la participation. En France, la dernière participation a été de 42%, et finalement, avec le retour à la circonscription unique, il n'est pas dit qu'on remonte au-dessus des 42%, on risque de se retrouver encore avec une situation encore plus dégradée que celle-là. Donc à un moment donné, la France avec 42% est pratiquement au niveau de la moyenne de l'Union européenne. Mais vous avez des recordman, comme un pays comme la Slovaquie, où la participation a été, tenez-vous bien, de 13%. D'accord ? Et vous avez 5 pays où la participation est inférieure à 25%. C'est une situation qui a un pouvoir bridé. Alors vous avez l'organigramme qui représente le mode de fonctionnement de l'ensemble de l'UE, avec les différents schémas où le Parlement a la possibilité de dire oui ou non à une proposition de la Commission, où le système du droit va prévaloir, le petit maillet sur le côté, etc. Mais en réalité, le pouvoir du Parlement, vous avez vu, il faut qu'il réunisse pour faire voter une de ses propositions au moins 75% des pays, mais surtout, on a quelque chose où on les empêche de faire véritablement un travail parlementaire. Et ça peut expliquer effectivement le vide de l'Assemblée. Et là, j'ai pris le cas de l'adoption du CETA par le Parlement en février 2017. Le texte du traité de commerce avec le Canada, le CETA, c'est simplement un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 500 millions d'un côté, 27 millions de l'autre. Vous imaginez déjà la disproportion dans les négociations. Le texte fait 1600 pages. Donc déjà, il faut les lire. Et une fois qu'on les a lus, eh bien, il faut réagir par rapport à ça. Alors le problème qui s'est posé, c'est que les députés n'ont pas eu le temps d'avoir le texte du traité. Au nom de « on risque de faire fuiter des renseignements contenus concernant des entreprises ou des secteurs d'activité, donc on ne vous le donne pas. » Mais vous avez la possibilité de les voir. Donc, les députés, sans leurs assistants parlementaires, ont pu, dans une pièce fermée, consulter les 1600 pages pendant 2 heures, sans prendre de notes, sans faire de copies, etc., tout mémoriser, tout dans la tête, et puis ensuite se forger une opinion là-dessus. Et puis d'autre part, des réglementations sont votées, mais sans mise en application par la Commission, ou bien avec des décisions majeures qui sont en permanence éludées. Les phtalates, alors j'ai pris le glyphosate, vous connaissez, c'est le Roundup. Les phtalates, c'est un stabilisateur des matières plastiques, qui est extrêmement important, mais qui a le tort
de diffuser des molécules, quand il est utilisé comme récipient, de diffuser des molécules à l'intérieur des produits qu'il contient. Alors les biberons, c'était pas terrible, si vous voulez, avec ça, avec comme argument, c'était passé à la commission, ah oui, mais un biberon en verre, un bébé peut se blesser s'il casse le biberon. Avec les biberons en plastique, il risque rien, non, il risque que le cancer. Donc c'est moins grave, c'est pas immédiat en tout cas. Alors, le gag, c'est que les phtalates sont désormais interdites dans l'Union européenne. C'est un vote de la Commission qui a été entériné, etc. Sauf que les produits qui contiennent des phtalates peuvent continuer à être importés dans l'Union européenne. Et il donnait l'exemple des rideaux de douche. Un rideau de douche, et on utilise des phtalates, ça ne peut plus être produit dans l'Union européenne. Mais si on importe des rideaux de douche du Bangladesh, de Chine, avec des phtalates, c'est tout à fait possible. Question, mais comment est-ce possible? Bon, on n'a pas de contrôleur. On n'a pas de contrôleur. Il faudrait éplucher toutes les marchandises. Alors on fait confiance à la déclaration des entreprises. Et même quand elles déclarent qu'il y a des phtalates à l'intérieur de leur rideau de douche, bah oui, mais bon, d'accord, c'est autorisé dans leur pays, alors on laisse ça rentrer. Je reste avec cette formulation, espérer peut-être. J'ai mis des points de suspension. Premier aspect qui me paraît important, c'est d'abandonner l'idée d'identité. L'identité est quelque chose de terrifiant. Olivier Roy la présente comme non pas une liberté, mais comme un cadenas. Moi, j'utilise le terme d'une assignation à être quelque chose qui doit s'exprimer dans des codes, que ce soit des codes vestimentaires, dans des codes de tenue du corps, dans quelque chose qui va être fondamentalement une négation du temps. C'est-à-dire qu'on est figé dans une identité et elle ne peut pas changer dans le temps. Hein, elle se maintient, on cherche à la maintenir, alors que la vie en elle-même est en permanence une remise en question et un changement. Donc, l'idée d'une identité est quelque chose qui devient une glaciation de l'être et qui l'empêche de réagir à son environnement. Deuxième aspect, c'est affirmer l'exigence d'autonomie de la personne. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, l'autonomie. Et je ne dis pas de l'individu, vous remarquez que je dis de la personne. L'individu, Sartre avait une très belle définition de ça, il disait, vous prenez les boîtes de petits pois. Il y a des petites boîtes de petits pois, des grosses boîtes de petits pois, etc. Mais quand vous ouvrez la boîte, tous les petits pois partent chacun dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de liaison entre eux, ils ne sont pas attachés. Donc on est dans cette situation, ça c'est l'individu. Il est relié à rien. La personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est relié à quelque chose, d'abord parce qu'il a des parents, puis il a des relations, il a des amis, il a des ennemis, etc. Donc c'est le concevoir dans un champ de relations sociales, familiales, mais qui n'est pas forcément une identité. Ça ne définit pas une identité parce que ce qu'il faut arriver à obtenir, c'est d'inventer sa vie au jour le jour en acceptant la réalité d'un futur qui n'est pas prédéterminé. Quand vous faites allégeance à une identité, votre futur est prédéterminé. Je suis basque, je suis corse, je suis sicule, je suis con, etc. Ça peut durer comme vous voulez, mais on est dans quelque chose où c'est foutu, il n'y a pas de futur. Là, ce qu'il faut, c'est de se dire une fois pour toutes, le futur n'est pas écrit, le futur est une aventure, et il faut que la personne ait la possibilité en permanence de remettre en question ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut faire, pour avoir cette liberté réelle. D'où le dernier point que je retiendrai, combattre les dominations, combattre les discriminations, de façon à ce qu'on ait une véritable liberté des citoyens, dans le respect d'autrui. Ça, c'est la base de toutes les morales depuis Babylone. Hein, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, et ça a 4 millénaires. Mais, par contre, ce qui est important, c'est quelque chose de nouveau qui est posé par la quantité d'humains qu'il y a sur la planète, dans le respect des communs, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas renouvelable sur la planète. Il ne s'agit pas de l'épuiser, parce qu'après, les discours sur les générations futures, on s'en balaye, ça n'a aucun sens.
Donc l'idée, c'est d'arriver à faire admettre qu'il y a des communs de l'humanité, pas les communs d'un pays. En ce moment, il y a une bagarre avec l'UE et la Pologne, parce que les Polonais sont en train de s'attaquer à la dernière grande forêt primaire qui existe en Europe. Les grandes forêts primaires sont plutôt dans la zone intertropicale. Ils sont en train de l'attaquer à la tronçonneuse avec un argument, ah oui, mais c'est pour empêcher le Maastricht de venir ravager nos forêts, donc on préfère, par précaution, abattre les arbres avant qu'ils soient dévorés par le Maastricht. Bon, alors vous voyez à quoi on arrive, donc protestation de l'Union européenne qui demande d'arrêter le saccage dans la forêt, et les Polonais disent, mais non, 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 on lutte contre les envahisseurs, contre les prédateurs, contre les destructeurs. Donc c'est notre façon de protéger la forêt. Donc on a l'impression que le sens du commun pour l'humanité soit véritablement respecté. En conséquence, et ça sera ma conclusion, si l'UE peut porter ses valeurs au-delà des fantômes du passé, pour moi, le souverainisme national, l'identitarisme fantasmé, la plupart du temps, les identités, elles sont refabriquées en fonction des besoins du moment. Le populisme de désespérance, en disant « mais le pouvoir nous abandonne, il faut qu'on trouve quelqu'un qui réagisse fermement, qui nous protège de l'immigration, qui nous protège pour la sécurité sociale, pour la santé, etc. » Alors, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je dirais « vive l'UE ». C'est fini.